Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, un petit Q&A. Voilà, première fois sur cette chaîne. J'ai quelques questions que vous m'avez posées sur Insta, niveau entraînement, nutrition, tout ça. On va voir ce que vous m'avez demandé et je vais essayer de vous apporter de la value comme ça parce que ça me permet de peut-être d'avoir des questions qui vont sortir un peu de ce que moi j'irai parler naturellement. Et du coup, c'est parti, hein. Alors, déjà, on va avoir aussi quelques questions de nutrition, je pense. Surplus calorique nécessaire pour se muscler ou progression à l'entraînement suffit? Ça va beaucoup dépendre en fait de ton point de départ, tu vois. Moi, généralement, je te dirais quand même que oui. Après, ton surplus calorique, est-ce que ça veut dire que tu as besoin de compter tes calories? Absolument pas, tu vois. T'as pas besoin de ça. Mais si tu pars d'une base où tu es skinny fat, que tu fais, je sais pas, 70 kilos pour 1m70 et que tu as du gras et pas trop de muscles, là, ça va peut-être être bien de rester en maintien pendant, je sais pas, tes 3 premiers mois d'entraînement, histoire, 3-4 premiers mois d'entraînement, histoire de prendre un peu de muscle et de commencer à perdre un petit peu ce look skinny fat, tu vois, d'augmenter tes standards de force, et là, ta progression à l'entraînement suffira au début, et après, tu pourras engager une prise de masse. Pourquoi? Parce que si tu engages une prise de masse dès le début, tu vas devenir gras de fou, et ça va être un peu démoralisant pour l'entraînement. Alors c'est ce qui serait en vrai, pour moi, le plus pertinent, parce que des fois, c'est cool, enfin c'est nécessaire de passer par une phase où tu looks moins bien pour derrière look mieux. Mais voilà. Et puis après, c'est pas obligé de passer par ces phases-là non plus, hein. Si t'as envie de commencer par une sèche quand t'es skinny fat, puis de faire une PDM quand t'es bien sec, tu peux. Voilà. Pour moi, c'est pas une bonne idée, mais tu peux. C'est possible, ça fonctionne. Mon avis sur le thé vert de qualité, utile ou non. En vrai, bon remplacement pour la caféine si t'as des problèmes avec ça, si t'as tendance à trop en consommer. Après, bon, voilà, je suis pas très. Ça commence à sortir un peu trop du sujet. Sur les dips, il faut mettre les épaules dans quelle position? Tout le monde se contredit. Alors là, c'est une très très bonne question et la réponse, ça dépend. La réponse, c'est que ça dépend. En fait, il n'y a pas de bonne réponse. Si tu as envie de faire des dips en position complètement rétractée des épaules et du coup d'avoir un énorme étirement pec et avant d'épaule, tu peux. Tu peux, et niveau body, etc., ce sera très très bien. Moi je l'ai fait, tu vois, je fais des dips full ROM avec cette technique-là, et il n'y a aucun souci avec ça. Si tu as envie de faire des dips avec une protraction et des pressions scapulaires max, donc ce qui veut dire de mettre les épaules vers le bas et vers l'avant au max, pour vraiment optimiser la force, quitte à être un peu no rep aux hanches, tu peux aussi. Franchement, c'est valable, hein. Il y a des gens qui vont me dire que c'est pas des vrais dips, machin, mais bon, ça c'est. En vrai, c'est un peu bas les couilles. Et si tu veux faire l'entre-deux où tu es en protraction par exemple, mais que tu es quand même en rétraction scapulaire, et que tu vas avoir une technique un peu entre un street lifter et un mec du body, ça marche aussi. En vrai, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, tu vois. Ça va tout dépendre de ce que tu veux taffer, comment tu veux le taffer. Par exemple, tes dips classiques, généralement, celles où tu vas pas faire rétraction, dépression, protraction, excuse-moi, elles vont avoir tendance à avoir, je dirais, un meilleur transfert sur peut-être ton bench, ton décliné, tes autres mouvements de push. Par contre, comme le fait de te pencher en avant va faire que tu vas être dans l'alignement de ton corps sur tes dips un peu de street lifter, un peu triché, ça aura sûrement un meilleur transfert sur d'autres éléments, comme par exemple l'impossible dip, tu vois, qui est un mouvement, donc ça va être ça va être plus triceps, tu vois. Donc il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est une question de préférence. Et les gens qui te disent qu'il y a une bonne réponse ou une mauvaise réponse sur la manière de faire un exo, il y a une bonne réponse pour un objectif spécifique, tu vois. Si ton objectif c'est le body, peut-être qu'il y a une bonne réponse. Si ton objectif c'est la production de force, peut-être qu'il y a une bonne réponse. Mais il n'y a pas de bonne réponse universelle. Penser qu'il y a une bonne ou une mauvaise manière de faire un exo, voilà, c'est ridicule. En soi, j'irais même pousser l'argument, même si je trouve ça ridicule la plupart du temps, jusqu'à dire que, en y réfléchissant, je vois un intérêt pour les butterfly pull-up que font les mecs du CrossFit. Attention, je me justifie parce que ouais, là, il y a un argument lourd à poser. Au niveau conditionnement, épaules et toute la structure tendineuse articulaire autour du haut du dos, enfin du dos en général, les épaules. Mais à mon avis, c'est quelque chose à faire quand tu as au moins une quinzaine de tractions poids du corps, tu vois. Le problème avec les crossfitters, c'est qu'ils font ça alors qu'ils ont 2 tractions pour en faire 10. Et forcément, c'est n'importe quoi et ça cause des blessures. Et même, enfin voilà, c'est vraiment dans des cas très très spécifiques. Je vois pas d'intérêt pour la majorité des gens à faire des butterfly pull-up, en vérité. Je trouve pas ça très très utile, tu vois. Limite, si tu veux faire un mouvement explosif un peu de cheat dans un tirage vertical, qui pourrait par exemple avoir du transfert sur des mouvements en Olympic lifting, enfin des trucs explosifs, tu vois. Là, ce serait à mon avis plus pertinent de partir sur du tirage vertical un peu triché comme Liu Xiao Jun fait, ou ce genre de choses, tu vois, ou du rowing triché, parce que c'est plus facile à traquer, plus facile à mettre en place, enfin voilà. Pop pop pop. Boire le lait cru en mangeant, est-ce que c'est ok? Ça dépend. Est-ce que tu digères bien quand tu le fais? Généralement je dirais que oui. Après, ce sera mieux si ton lait cru est fermenté, et ça dépend de avec quoi tu le manges, tu vois.
Mais comme le lait cru, c'est quelque chose qui est neutre au niveau pH par rapport à notre acide d'estomac, bah moi, enfin, a priori, je vois pas de souci. À moins que tu gobes vraiment la bouteille entière pendant ton repas, enfin, je vois pas où ça pourrait t'en poser problème. Avis sur le floor press, j'en ai fait en mode Larsen, même comme ça, j'ai une amplitude niveau bench. Ah, bah, si t'as une amplitude de bench, ça veut juste dire que t'as des très bons leviers pour le bench. Ça a quand même un intérêt, du coup, la floor press, parce que ça va te faire partir d'un dead stop à chaque fois, à chaque rep, tu vois. Bon, en tout cas, ça va te bloquer sur le pas de rep. Et ça va vraiment t'empêcher tout pontage, enfin toute triche, etc. Pour la plupart des gens, ils vont avoir une bonne distance, enfin, une distance moyenne entre leur pec et la barre quand ils vont faire une floor press. Mais ouais, ça veut dire que tu as des bons leviers pour le bench. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. C'est comme Alex Leonidas, quand tu as des petits bras en termes de longueur, ils vont avoir tendance à, du coup, à très vite arriver sur la cage thoracique. Et ça veut dire que tant mieux, tu vois. Ça veut dire que tu peux aller chercher un gros bench. Donc, force à toi, gros, hein. On voit, entraîne-toi au bench. Et la floor press, oui, très bon exo. Bonne variante de bench pour éviter l'overuse. Tu varies entre des bench, différents grips de bench, des floor press, un décliné, un incliné. T'as des variantes quasiment infinies pour progresser sur ce type de presse. Tu aurais une solution, j'ai une tendinite au niveau du coude à coup traction. Bon, pendant les tractions, du coup, je suppose. Alors, tendinite du coude pour les tractions, ça peut venir de beaucoup de choses. Quand tu dis tendinite du coude, est-ce que tu as mal à l'épicondyle? Est-ce que tu as mal derrière le coude, à l'intérieur du coude? Dans tous les cas, moi ce que je dirais, c'est bon, déjà de ralentir un peu le volume que tu mets là-dessus en ce moment, surtout si c'est intense, et de faire du coup beaucoup de réhab. Et une fois que tu as réglé ton problème, de continuer à faire de la préhab pour pas que le problème revienne plus tard, tu vois. De devenir plus fort sur les exos que tu as fait pendant ta réhab pour cette fois-ci t'en servir en préhab. Donc qu'est-ce que ça va être ces exos-là? Ça va être, t'as fait un peu tous les patterns de l'avant-bras, donc prona, suppi, tout ça. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Pronation, supination, déviation radiale, ulnaire, flexion de poignet et extension de poignet. En gros, tu as à peu près 6 patterns de base qui seraient bien de faire pour que tous les petits tendons, tu vois, qui s'insèrent de ton avant-bras vers ton coude soient eux en bonne santé, parce que ça peut venir d'eux. Sinon, ça peut venir aussi, du coup, évidemment, triceps et biceps. Donc sur les deux, les entraîner si tu le fais pas. Si tu es un mec des tractions, il y a moyen que tu fasses du coup que du street et que tu n'entraînes pas ces éléments-là, que tu les isoles pas. Donc un bon point de départ, ça peut être de les isoler. Après, si c'est vraiment vénère, justement, avec ces exercices-là, donc d'extension triceps par exemple, et de flexion, enfin de curl biceps, tu vois, tu peux les faire en série de 100 explosives avant chaque entraînement pour t'échauffer, voir si ça passe un peu mieux, et à la fin aussi de chaque entraînement, avec des élastiques très légers, de manière explosive. Ça, c'est vraiment un cheat code au niveau récupération tendineuse. Une fois que tu as passé un peu cette étape-là, que les séries de 100, ça passe vraiment facile, ou si tu es dans une étape encore plus vénère, tu peux faire de l'isométrie longue, donc de l'isométrie de 1 minute 30 à 2 minutes 30 à peu près. Quand tu n'as plus vraiment de douleur, que ta douleur elle est à 2-3 sur 10, tu peux passer à l'isométrie courte et lourde, donc plutôt 30 à 45 secondes d'isométrie. Et après, tu peux revenir à des exos lourds et lents, et après, tu peux passer à du lourd et explosif. C'est l'étape supplémentaire. Et la fin, c'est la plio, mais la plio en muscu, il n'y en a pas tant que ça. Si t'en fais, sache que c'est la dernière étape de réhabilitation. C'est vraiment pas le truc qu'il faut faire au début pour les tendons. T'entraînes combien de fois par semaine? Alors le volume d'entraînement, la fréquence d'entraînement, excuse-moi, elle va beaucoup dépendre de ce que je fais. En ce moment, je commence à prendre un peu goût aux tractions. Je peux pas actuellement m'entraîner en dips, parce que j'ai pas tout simplement la station de dips nécessaire. Donc je commence à prendre pas mal goût aux tractions. Jusqu'ici, j'étais passé le temps de retrouver ma station de dips sur une sorte de upper-lower avec 2 uppers et un lower en m'entraînant un jour sur 2. Donc je suis pas les cycles normaux de semaine. En vrai d'ailleurs, les cycles normaux de 7 jours, ils servent pas à grand chose. Enfin, ils sont pas importants en tout cas. Tu vois. Donc je m'entraîne 3 fois tous les 6 jours. Tu vois. Pas 3 fois et demi par semaine si tu prends la moyenne sur du long terme actuellement. Mais là, je pense que je vais retourner du coup à peut-être une phase un peu de spécialisation, où je garderai le reste un peu en maintien, mais un peu de spécialisation plus traction justement, parce que ça commence à me faire kiffer, et ouais, voilà, il y a pas de... Il n'y a pas d'autre raison, tu vois, j'ai fait ça en dips, j'ai énormément progressé, donc, et surtout que là en traction, je vois beaucoup plus facilement comment le faire en évitant l'overuse, en ayant suffisamment de variantes. Donc ouais, à mon avis, ça va être un kiff. Je vais garder quand même une bonne force en push. Évidemment, je vais me maintenir sur tout le reste. Mais voilà, on va voir ce que ça va donner. Là, récemment, traction à 70 kg en prise large suppi training form et prise normale suppi training form aussi. Donc menton à la barre, pas au-dessus. Ce serait cool, voir une phase de spécialisation, ça pourrait m'amener à, je sais pas, une traction à 80. Surtout que là, je suis dans une petite phase de perte de poids. Et que sur les exos type traction muscle up, moins au dips, je trouve,
mais enfin un petit peu au dips quand même. Mais traction muscle up, je trouve que les sèches ont tendance à aider, surtout quand tu les fais intelligemment, tu vois. Quand tu manges assez et que tu fais tes steps. Voilà, encore une fois, ça c'est un truc quand même que les deux autres ont amené au fitness français qui est bien. C'est beaucoup manger et beaucoup être actif. Ok, alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? Verrouiller les articulations au curl, etc. au réchauffement, où ça use. Alors l'usure tendineuse, l'usure articulaire, l'usure des structures passives, c'est un petit peu un scam. Je comprends pas pourquoi des gens, même très, qui sont dans ce milieu depuis des années, depuis des dizaines d'années, continuent à propager ce genre d'idées, alors que ça n'a tout simplement pas de sens. Les structures passives, les tendons, ils sont pas des structures passives. En fait, tout ça, ça se renforce, tu vois. C'est de la matière organique. Quand les gens ils disent que tes tendons, c'est de simples élastiques, c'est faux. C'est des élastiques faits de cellules vivantes. Et pourquoi c'est important que c'est fait de cellules vivantes? Parce que quand tu as des cellules vivantes, elles se régénèrent, tu vois. Si tu leur mets un peu de travail dans la gueule, elles se régénèrent. Un élastique, oui, il va pas se régénérer. Bah oui, mais tes tendons, c'est pas juste des putains d'élastiques. Enfin, ça me rend fou à quel point des communicateurs science-based ou je sais pas quoi peuvent propager ce genre d'idées absolument ridicules. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut y aller comme un fou et éclater vers le max d'étirement sur un preacher curl avec des charges au-dessus de ton max? Non, ça veut juste dire que en étant progressif sur ta charge, ton conditionnement, etc., tu peux, même dans une amplitude extrême, atteindre des gros niveaux de performance sans trop de risques. Alors, moi, il y a un truc que j'aime pas dans la communauté dans laquelle je suis, donc la communauté plutôt périodisation concurrente, etc., c'est qu'ils ont tendance pour moi à jump beaucoup trop vite sur les exercices en termes de charge. Les structures passives, elles s'adaptent, et les tendons, ils s'adaptent plus lentement que les muscles, même pour un athlète naturel. C'est moins un gros écart que pour un athlète dopé, mais même pour un athlète naturel, il y a un écart de vitesse de développement entre tes muscles et tes tendons et tout le reste. Donc, même si tu sens que tu en es capable, passer de 20 kg à 100 kg sur ton Jefferson Curl en 3 semaines, pour moi, c'est une idée à la con. Tu vois, c'est un truc d'attardé, faut pas le faire. Voilà. Donc maintenant, si tu le fais, bon bah voilà, et que tu te blesses derrière, va pas te dire que c'est à cause de mes conseils. Hein. Il y a des exos comme ça, plus la demande de conditionnement va être élevée et plus tu vas avoir des sensations un peu. Tu vas voir que l'exo est un peu bizarre, plus il va falloir être progressif. Quitte à adopter une philosophie tableau de PR lente, c'est-à-dire, par exemple, tu prends ton Jefferson Curl, tu fais 20 reps à 10 kg RPE5 et toutes les semaines tu rajoutes une rep. Tu vois, vu que t'es RPE5, c'est facile, c'est facile. Et à un moment, tu arrives à, je sais pas, au bout de 20 semaines, donc 20 semaines c'est long, tu arrives à 40 reps à 10 kg, et là tu augmentes le poids. Et voilà. Et ça fonctionne très bien comme ça, et au bout de, je sais pas, 6, 8 mois, tu commences à avoir un conditionnement qui te permet de monter dans les charges plus élevées sans prendre tant de risques. Au bout de 2-3 ans, tu peux vraiment aller sur des max efforts sans que ça te casse la gueule. Ça dépend d'un athlète à l'autre, mais voilà, pour donner des petites guidelines, c'est à peu près ça que je pense. Donc voilà, mais en tout cas, l'usure tendineuse, l'usure articulaire, l'usure est un scam, faut arrêter. Ça vient de connaissances scientifiques qui datent du siècle dernier, et si vos médecins vous le disent encore, c'est ridicule. Si vous avez une tendinite, vous pouvez la réhab, si vous avez vous pouvez vous réhab. Enfin, les structures passives, rien n'est jamais fini, ou quasiment. Comment connaître son maintien calorique? Bon, bah là, c'est vraiment pas compliqué, gros. Je sais pas quoi te dire. Si t'as envie de connaître ton maintien calorique, tu manges. T'estimes à peu près ce que tu manges, tu te pèses. Et si tu vois que ça monte, tu descends. Et si tu vois que ça descend, tu montes ta bouffe. C'est tout. Tu vois, genre, si t'as vraiment envie de connaître ton maintien calorique, tu fais ça. Après, généralement, quand tu manges à ton appétit, tu vas avoir des petites fluctuations de poids, mais ton poids, il va rester autour de ce qui devrait être naturellement quand tu manges sainement. Donc, mange à ta faim, en vrai. Enfin, une fois que tu as éliminé la junk food et tous ces trucs-là, si tu manges raw comme moi, etc., voilà, c'est génial. Ouais, juste soit tu fais ce que je t'ai dit, c'est-à-dire tu te pèses et t'estimes ce que tu bouffes, soit tu manges sainement à ta faim. Ensuite, on a Noah qui me dit, est-ce que les dips sont un exercice physiologique? Alors je lui ai demandé parce que exercice physiologique, en vrai, ça veut pas dire grand-chose, mais ce qu'il voulait dire par là, c'est un exercice cohérent d'un point de vue ancestral. Et je comprends la logique derrière, je comprends la question, mais pour moi, c'est pas la meilleure question à poser. Alors déjà, la réponse, c'est oui. Parce que quand tu te hisses sur un truc, tu vas toujours faire une sorte de dips. Quand tu mets un gros coup dans la gueule, je sais pas, d'un animal ou je sais pas quoi, quand tu es en train de l'avoir au sol, tu vois, dans la forêt, bah c'est le même mouvement plus ou moins qu'une dips, tu vois, c'est un coup vers le bas. Donc tout ça, ça fait que c'est un mouvement assez naturel, assez logique. Mais en soi, de ce point de vue-là, tu vois, il y a plein d'exos qui ne sont pas ancestraux, qui pourtant sont très bien, que ce soit d'un point de vue préhab, d'un point de vue performance, santé. Donc pour moi, cette logique-là, elle est intéressante dans sa mesure, tu vois, elle est intéressante
pour comprendre peut-être des déficiences de mobilité qui peuvent nous amener des problèmes de santé, etc. Genre les gens qui sont pas capables de faire un deep squat. Ça c'est cool, tu vois. Comprendre que, ah oui, avant ils étaient tout le temps assis en étant debout, enfin ils étaient assis en étant sur leurs pieds, tu vois. Ils n'avaient pas de chaise. Et que du coup, le fait d'être plus capable de prendre cette position, ça peut causer des déséquilibres sur tout le reste. Bref, c'est intéressant d'avoir cette perspective ancestrale, mais je pense pas qu'il faut la pousser partout et trop loin. Voilà. Pour quand le plus de 100 kilos? J'espère cet hiver. Ça fait plusieurs hivers que je veux le faire, mais à chaque fois, je m'arrête avant. Là, je me suis arrêté. Le max que j'ai atteint cet été, ça a été vraiment juste un jour où j'étais à ce poids-là. J'étais à 96. Mais sinon, mon poids, il a top à peu près à 94, tu vois. 94 le matin à jeun. Donc voilà, peut-être cet hiver. À 94, j'étais encore à peu près bien. Physiquement, j'étais un peu fat, mais ça allait. Pour 1m83 du coup. Et là, je suis déjà redescendu à 91. Je suis plus en PDC plus 10, je suis en PDC plus 8. C'est triste. Et ouais, peut-être cet hiver. Nous verrons. Un gros bulk. Un bulk de Bulky Daddy. Ça va être incroyable. À quoi sert la résistance accommodante? Bon, ça c'est une bonne question. J'ai fait une vidéo sur la résistance accommodante à l'overhead press. Donc je te mettrai ça déjà. Enfin, je te dirai d'aller regarder ça. Faudrait que je fasse une vidéo complète sur la résistance accommodante sur cette chaîne. Mais pour te résumer l'idée, que ce soit les élastiques, les chaînes, les weight releasers, etc. Que ce soit un élastique qui t'aide ou un élastique qui te rend le mouvement plus difficile. Dans tous les cas, l'idée c'est de changer la courbe de résistance de l'exercice. La courbe de résistance c'est quoi? C'est la difficulté de l'exercice à différents points donnés, tu vois. Donc par exemple, admettons, sur une traction, ta courbe de résistance, alors ça dépend aussi de l'athlète, hein, parce que les athlètes sont plus ou moins forts dans différentes positions. Ça va être ça, tu vois. Bah, si tu mets un élastique, qui va t'assister, tu vois, donc qui va rendre le mouvement plus facile au début et plus dur à la fin, au lieu que ce soit comme ça, donc que ce soit une courbe qui monte, mais voilà, ça va, bah ça va être beaucoup plus extrême, ça va être beaucoup plus rapide à quel point c'est dur. Et du coup, c'est intéressant, parce que ça te permet de taffer, par exemple, la portion haute de la traction qui est plus dure. Ça te permet aussi, avec les élastiques notamment, de faire un travail de vitesse, parce que ça va te permettre d'être plus rapide, tout simplement, vu que un élastique, ça accumule de la force en plus de tes tendons, donc ça te permet d'en récupérer plus vite dans ton exercice. Voilà. Donc la résistance accommodante, excellent outil. Et puis en plus de ça, pour la rotation d'exercice, si tu as envie de faire le même exercice dans ta rotation et de progresser dessus, mais que tu sais que ça pourrait te causer des problèmes de blessure, enfin de surutilisation et du coup de blessure à long terme en périodisation concurrente, avec la résistance accommodante, tu as un outil de plus qui te permet de garder le même exercice, de garder un transfert optimal ou quasiment optimal sans te blesser, tu vois. Par exemple, pour moi, faire une rotation entre des dips normaux et des dips au slingshot, tu vois, ça m'a permis d'éviter pas mal de blessures d'overuse à mon avis. Voilà. Donc pas mal de fonctions. La résistance accommodante, c'est un outil que j'aime beaucoup et que je comprends pas, qui n'est pas encore utilisé beaucoup dans le street, mais bon, ça viendra. De toute façon, le street est en pleine expansion. Et on a une dernière question, train jambe sans matos à part pistol squat. Alors, évidemment, tu vas avoir le sissy squat et le nordique que tu as délisté au début. Après, franchement, moi, c'est pas mon domaine d'expertise. Voilà, je suis pas un mec qui s'entraîne tant que ça sans matos pour les jambes. Tu peux, avec des sissy squats à fond et du nordique à fond, et en faisant des variantes plus dures de ces exos-là. Mais tu vas être limité quand même sur pas mal d'éléments, sur les éléments fessiers, sur les éléments ischio, ischio non du coup, excuse-moi, fessier mollet et bas du dos notamment. Donc t'as quand même le Superman pour le bas du dos et le 4 co que tu peux faire. Moi ce que je te dirais c'est que je sais que Monsieur Font a fait une vidéo là-dessus, que c'est beaucoup plus le genre de personne à expérimenter sur le sujet. Moi ça m'intéresse moins. Donc en vrai je vais te référer à sa vidéo. Je te la mettrai aussi, je te mettrai peut-être la miniature là et puis je te mettrai la vidéo en description. Voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce petit premier Q&A vous a plu. Je sais pas pour combien d'abonnés il va célébrer. Peut-être 250, peut-être 500, peut-être 10 000 abonnés, j'en sais rien. Bon, je crois pas à 10 000, mais je suis un être chanceux, donc nous verrons bien. Et passez à tous une excellente journée. N'hésitez pas à checker la newsletter pour plus de value sous forme d'articles. Et n'hésitez pas à poser un commentaire si vous avez d'autres questions pour une prochaine newsletter. Lâchez un petit like, à vous abonner si vous avez aimé cette petite vidéo. Moi je vous dis à la prochaine.